Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, nous avons présenté les bases de la théorie de la connaissance nietzschéenne. Nous avions vu que la connaissance n'est pas au service de la vérité, mais de la vie. En effet, chaque forme de vie filtre utilement le réel, d'abord par le biais de ses organes sensoriels, et parfois par le biais du langage, dans le cas de l'homme, qui, en conceptualisant, opère une généralisation sélective de la réalité. Je vous laisse, si besoin, voir ou revoir la première vidéo sur laquelle nous nous appuierons aujourd'hui. Bien, la connaissance n'est pas au service de la vérité. Mais dans ce cas, pourquoi prétend-elle l'être? La volonté de vérité n'est pas la finalité du processus cognitif. Et pourtant, elle se présente toujours comme orientée vers la recherche de la vérité. Il y a donc un décalage entre ce qu'est la connaissance et ce qu'elle prétend être. Mais allons plus loin et radicalisons le propos. Usuellement, la connaissance se définit comme volonté de vérité. Connaître, c'est bien entendu chercher à formuler des jugements vrais qui correspondent à la réalité. Cette évidence ne semble pas pouvoir être remise en question. Et en ce sens, les philosophes qui précèdent Nietzsche se sont surtout demandé comment accéder à la vérité et non pas pourquoi. La volonté de vérité n'est donc pas simplement une caractéristique parmi d'autres du processus cognitif, c'est son essence et c'est sa raison d'être, en apparence en tout cas. Cette substitution du pourquoi au comment est essentielle car elle fait de Nietzsche le philosophe par excellence de la vérité. En effet, même s'il est difficile de définir ce qu'est la philosophie, on peut au moins s'entendre sur le fait qu'elle est une démarche de remise en question et non pas d'optimisation. En ce sens, les questions en comment ne sont pas vraiment philosophiques, ce sont des questions de techniciens. Au-delà du comment, ce qui est philosophique est de demander pourquoi. Ce n'est pas le philosophe qui va se demander comment la science peut progresser. Par contre, il se demandera pourquoi la science devrait continuer à progresser. Peut-être se demandera-t-il si elle risque d'être nocive ou dangereuse, etc. Cette distinction entre un comment technicien et un pourquoi philosophique est assez couramment admise, mais, curieusement, nous avons du mal à l'appliquer au thème de la vérité. Nietzsche, en pointant du doigt les insuffisances de l'approche classique de la vérité, a l'air de dire qu'il est le premier et le seul à avoir abordé la vérité en philosophe. Les autres ne sont que des techniciens de la vérité qui se demandent comment bien raisonner, qui entretiennent un rapport dogmatique avec elle parce qu'ils ne la remettent jamais en question. Dans le meilleur des cas, certains courants de pensée, comme le scepticisme, ont remis en question la possibilité d'atteindre la vérité pour des raisons, d'ailleurs parfois semblables à celles de Nietzsche. Mais en remettant en question la possibilité d'atteindre la vérité, ils n'ont pas remis en question la valeur de la vérité et de la volonté de vérité. La preuve en est, de l'impossibilité d'atteindre la vérité, les sceptiques ont conclu qu'il faut suspendre son jugement, pour éviter de tomber dans l'erreur. Pour éviter de tomber dans l'erreur. Nietzsche est bien le premier à aller au-delà du scepticisme, à remettre en question la valeur de la vérité, à se demander si les jugements les plus faux ne seraient pas les plus nécessaires à la vie. D'ailleurs, la vérité et la volonté de vérité sont bien deux choses différentes du point de vue de Nietzsche. Il est assez clair à ses yeux que la vérité est la plupart du temps contraire aux intérêts de la vie. Une connaissance exacte du réel parasiterait les appareils perceptifs avec trop d'informations superflues. Par contre, pour la volonté de vérité, c'est autre chose. Si la vérité est nocive à la vie, que cherche réellement celui qui est à sa poursuite? Il y a forcément une explication cachée, une subtilité, un mystère à découvrir. La volonté de vérité n'a logiquement pas sa place dans un monde où la vérité est nocive. Elle ne peut pas être ce qu'elle prétend être. Il y a forcément derrière cette prétendue volonté de vérité un malentendu, une mascarade, voire même un mensonge. Voilà pourquoi la volonté de vérité sonne comme un défi et comme une énigme pour Nietzsche. Elle est l'objection la plus forte qu'on peut faire à son épistémologie, et c'est bien pour ça qu'elle est l'objet d'une véritable obsession chez lui.
Au travers de ces multiples interprétations de la volonté de vérité, Nietzsche tente constamment de colmater la brèche qui ne cesse de s'ouvrir dans son argumentation. Cette question magistrale est celle qui tourmente Nietzsche dans l'œuvre de jeunesse qu'est Vérité et mensonge au sens extramoral en 1873. Après avoir montré que la connaissance n'est pas au service de la vie, il ne cesse de se demander, ouvrez les guillemets, d'où diable donc vient dans cette configuration l'instinct de vérité? Et c'est toujours cette question qui ouvre Par-delà bien et mal, œuvre tardive écrite en 1886. Je vous laisse découvrir ce texte que vous devez normalement comprendre à partir des explications précédentes. Bon, par contre, excuse-moi, de toute façon il ne suit pas. La volonté de vérité, qui nous incitera encore par séduction à nous lancer dans bien des entreprises risquées, cette fameuse véracité dont tous les philosophes jusqu'à présent ont parlé avec tant de respect. Que de questions cette volonté de vérité nous a déjà opposées. Quelle question singulière, méchante, problématique. C'est déjà une longue histoire, et il semble pourtant qu'elle vienne à peine de débuter. Quoi d'étonnant que nous finissions même par devenir défiants, à perdre patience, et tournions le dos impatientés, que nous aussi, de notre côté, apprenions de ce sphinx à questionner. Qui est-ce au juste qui nous pose ici des questions? Qu'est-ce qui en nous, au juste, veut la vérité? De fait, nous nous sommes longuement arrêtés face à la question de la cause de cette volonté de vérité, jusqu'à ce qu'enfin, nous nous trouvions complètement immobilisés face à une question encore plus grave, encore plus fondamentale. Nous interrogeâmes la valeur de cette volonté, à supposer que nous voulions la vérité. Pourquoi pas plutôt la non-vérité et l'incertitude? Même l'ignorance. Le problème de la valeur de la vérité est venu à notre rencontre. Ou bien est-ce nous qui sommes allés à la rencontre du problème? Lequel de nous est ici Oedipe? Lequel est le Sphinx? Il semble que ce soit là un rendez-vous de questions et de points d'interrogation. Et le croira-t-on, nous avons en fin de compte le sentiment que le problème n'a jamais encore été jusqu'à présent posé. Que c'est nous qui, pour la première fois, le voyons, le fixons, le risquons, car il implique bien un risque, et peut-être même n'en est-il pas de plus grand. Nous trouvons une première forme d'explication dans vérité et mensonge au sens extramoral. Si nous croyons à tort que la connaissance est au service de la vie, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas conscience des processus de falsification qui la constituent. La volonté de vérité vient donc d'un vécu faussé et parcellaire de l'acte de connaître. Au moment même où la falsification du réel a lieu, nous croyons, honnêtement, rechercher la vérité. Cette explication suppose la répartition du processus cognitif en deux niveaux, conscient et non conscient. Tout ce qui n'est pas conscient, ce sont les processus de falsification du réel. Nous n'avons conscience que du résultat de l'opération. Ne voyant pas comment ce résultat est obtenu, nous n'avons aucune raison de le remettre en question. Si vous voyez le monde au travers d'un filtre, sans savoir qu'il y a un filtre, eh bien, il est assez normal que vous pensiez avoir une perception juste des choses. C'est pour ça que les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles en sont. Et Nietzsche précise, ce n'est que cet oubli originaire qui nous fait croire que nous détenons et que nous recherchons la vérité. On le voit, selon cette approche, la volonté de vérité s'explique, mais n'a pas de signification particulière. Elle n'est ni utile, ni nuisible à la vie. Elle est un accident dans l'acte de connaître qui n'est pas nécessaire à son bon fonctionnement. Ce qui est important, c'est que la connaissance filtre utilement le réel, pas qu'elle soit crue vraie. Pour le dire autrement, ici Nietzsche ne donne pas encore de valeur positive à la volonté de vérité. Et c'est ce qui manque justement. Ce qui manque maintenant, c'est d'expliquer pourquoi nous avons besoin de croire en la vérité. En quoi la volonté de vérité n'est pas qu'un accident dans le processus cognitif, mais plutôt l'envers nécessaire de la falsification du réel. On trouve dans Vérité et mensonge au sens extramoral une seconde explication qui, cette fois, donne une réelle signification à la volonté de vérité et qui est totalement différente. En effet, si la première explication se situe au niveau
psychologique, la seconde se situe au niveau social, mais surtout elle engage une redéfinition du concept de vérité. Étant donné que l'homme, à la fois par nécessité et par ennui, veut vivre dans une société et dans un troupeau, il a besoin d'un accord de paix, et cherche du moins à faire disparaître de son univers le plus grossier bellum omnium contra omnes. Cet accord de paix ressemble à un premier pas dans l'acquisition de notre énigmatique instinct de vérité. Maintenant, en effet, se trouve fixé cela qui désormais sera de droit la vérité. C'est-à-dire qu'on invente une désignation constamment valable et obligatoire des choses, et la législation du langage donne aussi les premières lois de la vérité. Remarquons tout de même comment Nietzsche décale le propos. Il n'est plus question d'aborder la vérité comme l'adéquation entre un jugement et un objet, mais plutôt de saisir son rôle dans les relations intersubjectives et plus précisément dans les relations sociales. Si nous croyons en la vérité, ce n'est pas parce qu'elle décrit objectivement le réel comme elle le prétend, mais c'est parce que nous avons besoin d'une telle croyance pour vivre en société. Vivre en société, c'est trouver des points d'accord avec les autres, et l'accord premier fondamental qui conditionne tous les autres est de désigner les mêmes choses par les mêmes mots. En bref, c'est l'établissement d'un langage commun. On se souvient que la connaissance ne reflète pas tant l'état de la réalité que la structure subjective du sujet connaissant. Et en ce sens-là, le rôle du langage sera de proposer une perspective sur le réel qui puisse être partagée entre divers individus afin de permettre la communication, la vie sociale. Nous partageons le même langage, c'est-à-dire nous pouvons nous rassembler autour d'une description commune du réel. Mais bien entendu, cette description commune du réel permise par le langage n'est pas adéquate au réel. Le rôle du langage, nous l'avons vu, est de filtrer le réel par la construction de concepts. Par le langage, nous allons simplement construire un filtre commun. En ce sens-là, puisque le langage ne donne pas une description exacte de l'objet, on dira qu'il n'est pas objectif. Mais il n'est pas non plus simplement subjectif. En effet, ce qui est subjectif est ce qui émane de l'individu. Or, le langage émane du groupe, il s'impose à l'individu. Il a une certaine robustesse en tant qu'il existe indépendamment des consciences individuelles. Dès lors, le langage n'est ni objectif, ni subjectif. Nous dirons qu'il est intersubjectif ou conventionnel. Il a pour rôle de lier les individus, pas de décrire le réel. Or, c'est dans le creux de cette ambiguïté constitutive du langage que va naître la volonté de vérité. Sera nommé vrai tout ce qui est admis conventionnellement par le groupe. Nous voyons donc ici que Nietzsche entreprend une redéfinition, voire même une opposition, entre deux concepts de vérité. Tout d'abord, la vérité correspondance, qui qualifie l'adéquation entre le jugement et l'objet, qui reflète la réalité fidèlement. Ensuite, la vérité cohérence, qui qualifie la validité d'une proposition à l'intérieur d'un système donné. C'est bien en ce second sens que pour Nietzsche, les hommes ont commencé à user du concept de vérité, dans son sens le plus primitif. Être dans le vrai, c'est accepter les conventions du groupe, c'est épouser la description du réel adoptée par ce groupe, quand bien même celle-ci n'a rien à voir avec la réalité dans ce qu'elle a d'objectif. Les jugements dits vrais ne reflètent que la structure interne du groupe, et c'est pour ça qu'on la nomme vérité-cohérence. Elle décrit la cohérence interne d'un système, ici du social. Le concept de vérité-cohérence est assez étrange dans le fond. Il consiste à dire que même si on ne peut pas atteindre le réel, on peut construire des systèmes de pensée qui ont une logique interne, et qu'un jugement est vrai quand il respecte cette logique interne de ce système de pensée. Il n'y a donc pas de vérité absolue, puisque ce qui est dit vrai dépend des différents types de systèmes. Ceci dit, la vérité-cohérence ne se réduit pas non plus à l'opinion, parce qu'à l'intérieur d'un même système de pensée, il n'y a qu'une vérité, qu'une façon de respecter ce système. Le plus souvent, pour illustrer le concept de vérité-cohérence, on s'appuie sur les mathématiques, ou la géométrie. À la base de la géométrie se trouvent les axiomes d'Euclide, mais il est possible de faire varier ces axiomes, ce qu'on appelle la géométrie non euclidienne. Ainsi, selon le système géométrique dans lequel on se place, la même affirmation pourra être juste d'un côté et fausse de l'autre.
Il n'y a donc pas de vérité absolue, il n'y a qu'une cohérence à l'intérieur d'un système donné. Mais dans cette sociologie de la vérité, Nietzsche veut plus mettre en avant que c'est par conformisme, par besoin d'être accepté par le groupe, que naît la volonté de vérité. C'est aussi pour ça que Nietzsche parle d'instinct de vérité. Si faire société pour nous est instinctif, et qu'être dans le vrai, c'est épouser les conventions du groupe. La volonté de vérité est donc un instinct grégaire. Le concept d'instinct qualifie des actions essentielles. Premièrement, qu'on accomplit avant toute forme d'apprentissage, deuxièmement, qui sont nécessaires à la vie. Et donc, dès le départ, en parlant d'instinct de vérité, Nietzsche laissait sous-entendre qu'il voulait en faire autre chose qu'un accident inutile dans l'acte de connaître, qu'il voulait la présenter comme quelque chose de fondamental et d'essentiel dans l'économie de la vie, même si elle n'est absolument pas ce qu'elle prétend être. Lorsque Nietzsche parle de volonté ou d'instinct de vérité, il n'aborde pas les choses sous le même angle. Une volonté peut être arbitraire, critiquable, mais l'instinct, lui, l'instinct est toujours nécessaire et justifié en tant qu'instinct. Voilà donc en quel sens la volonté de vérité a pu naître et s'imposer comme une nécessité vitale. Voilà donc la signification de la volonté de vérité, une signification sociale. Comme je l'ai dit en début de vidéo, l'analyse de la volonté de vérité chez Nietzsche est massive, elle traverse l'intégralité de son œuvre. Vous vous doutez bien que nous n'avons vu qu'une petite partie de tout ce qu'il y aura à dire sur le sujet. Nous nous sommes principalement centrés sur Vérité et mensonge au sens extramoral, qui est une œuvre de jeunesse. Mais dans sa philosophie plus tardive, Nietzsche proposera une interprétation négative de la volonté de vérité. Puisque la vérité est nocive à la vie, la volonté de vérité ne peut qu'être qu'une volonté de nuire à la vie. Volonté symptomatique d'une vie malade, ce qu'il nommera le nihilisme. Mais nous traiterons peut-être de cela une autre fois.